Le patron a humilié la lavandière devant tout le monde. 2 heures plus tard, tout le monde s'est tu en découvrant son secret. Amélie Deschamps contemplait le ciel gris de Clermont-Ferrand depuis la fenêtre de son petit appartement. À 42 ans, son visage gardait encore les traces d'une beauté juvénile, mais les années de labeur avaient creusé des rides précoces au coin de ses yeux noisettes. Ses cheveux châtains, qu'elle n'avait plus le temps de coiffer avec soin, étaient noués en un chignon rapide. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale et soupira. Dans 1 heure, elle devrait partir pour son premier travail de la journée, serveuse dans un café du centre-ville. Ensuite, elle enchaînerait avec son poste de caissière dans un supermarché avant de terminer la journée comme femme de ménage dans les bureaux d'une petite entreprise locale. 3 emplois, 3 salaires. Et pourtant, c'était à peine suffisant pour joindre les 2 bouts. Maman. La voix douce de sa fille, Élodie, la tira de ses pensées. Amélie se retourna, un sourire chaleureux illuminant instantanément son visage fatigué. « Oui, ma chérie ?» Élodie, 20 ans, se tenait dans l'embrasure de la porte, ses longs cheveux blonds encadrant un visage aux traits délicats. Ses yeux bleus, hérités d'un père qu'elle n'avait jamais connu, brillaient d'une intelligence vive et d'une détermination qui faisait la fierté de sa mère. « Je pars pour l'université. J'ai un cours important ce matin, » dit Élodie en s'approchant pour embrasser sa mère sur la joue. Amélie caressa tendrement les cheveux de sa fille. « Bonne journée, mon cœur. N'oublie pas ton déjeuner. » Élodie acquiesça, saisit son sac et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta un instant, la main sur la poignée, et se retourna. « Maman, merci. Pour tout. » Ces simples mots firent monter les larmes aux yeux d'Amélie. Elle les retint, ne voulant pas inquiéter sa fille. « Va, ma chérie. Montre-leur de quoi tu es capable. » Une fois la porte refermée, Amélie s'autorisa un moment de faiblesse. Elle s'assit lourdement sur une chaise de la cuisine, les épaules voûtées sous le poids de ses responsabilités. Depuis 20 ans, elle jonglait entre ses emplois, économisant chaque centime pour offrir à Élodie une vie meilleure que la sienne. Et maintenant, sa fille était à l'université. Certes, avec une bourse partielle qui ne couvrait pas tous les frais, mais c'était déjà un miracle en soi. Amélie se souvenait encore du jour où Élodie avait reçu sa lettre d'admission. La joie pure sur le visage de sa fille avait effacé, l'espace d'un instant, toutes les années de lutte et de privation. Mais la réalité les avait vite rattrapés. Les frais universitaires, même partiellement couverts par la bourse, restaient un fardeau lourd à porter. Amélie avait alors pris la décision d'ajouter un 3e emploi à son emploi du temps déjà surchargé. Elle se leva, ignorant la douleur lancinante dans son dos, vestige d'années passées à nettoyer, servir et porter des charges. Il était temps de se préparer pour sa journée. Alors qu'elle enfilait son uniforme de serveuse, Amélie fut prise d'un vertige soudain. Elle s'appuya contre le mur, attendant que la sensation passe. Ces épisodes devenaient de plus en plus fréquents ces derniers temps, mais elle les mettait sur le compte de la fatigue. « Ce n'est rien », murmura-t-elle pour se rassurer, « juste un peu de surmenage. » Pourtant, une petite voix au fond d'elle lui soufflait que c'était peut-être plus grave. Mais elle la fit taire. Elle n'avait pas le temps d'être malade. Pas maintenant. Pas quand Élodie avait tant besoin d'elle. Amélie quitta l'appartement, verrouillant derrière elle la porte d'une vie qu'elle s'efforçait de rendre meilleure, jour après jour. Dans les rues de Clermont-Ferrand, le ciel gris semblait se moquer de ses efforts, mais elle garda la tête haute. Pour Élodie, elle était prête à affronter tous les orages. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Élodie descendait du bus qu'il avait déposé devant l'université Blaise Pascal. Le campus s'étendait devant elle, vaste et intimidant, peuplé d'étudiants qui semblaient tous savoir où ils allaient et ce qu'ils faisaient. Contrairement à beaucoup de ses camarades, Élodie n'avait pas le luxe de l'insouciance. Chaque cours, chaque devoir, chaque examen était une opportunité qu'elle ne pouvait pas se permettre de gâcher. Elle savait trop bien les sacrifices que sa mère faisait pour qu'elle soit là. Elle se dirigea vers l'amphithéâtre où avait lieu son cours de littérature française, son sac lourd de livres empruntés à la bibliothèque. Acheter ses propres manuels était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. « Élodie !» Une voix familière la fit se retourner. C'était Léa, sa meilleure amie depuis le lycée, qui courait pour la rattraper. « Salut Léa !» sourit Élodie, ralentissant pour permettre à son amie de la rejoindre. Léa, essoufflée mais souriante, passa son bras sous celui d'Élodie. « Tu as révisé pour le contrôle de la semaine prochaine ? Je pensais qu'on pourrait étudier ensemble ce week-end. » Élodie hésita. Elle aurait aimé dire oui, mais
Elle savait que son week-end serait occupé par son travail à temps partiel dans une librairie du centre-ville. Je ne suis pas sûre d'être libre. Je te tiens au courant, d'accord ?» Léa hocha la tête, habituée aux réponses évasives de son amie. Elle ne comprenait pas pourquoi Élodie travaillait autant, pourquoi elle refusait souvent de sortir ou de participer aux activités étudiantes. Mais elle respectait son choix, même si cela l'attristait parfois. Les deux amies entrèrent dans l'amphithéâtre et prirent place. Alors que le professeur commençait son cours sur Balzac et la comédie humaine, Élodie se plongea dans la prise de notes, déterminée à tirer le meilleur parti de cette opportunité que sa mère lui avait offerte au prix de tant de sacrifices. La journée passa en un éclair, entre les cours, la bibliothèque et les moments volés avec Léa et d'autres camarades. Quand Élodie quitta enfin le campus, le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de Clermont-Ferrand de nuances orangées. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant la vitrine d'une boutique de vêtements. Une jolie robe y était exposée, exactement le genre que sa mère aurait aimé porter dans sa jeunesse. Élodie imagina un instant sa mère, libérée du poids de ses responsabilités, portant cette robe et souriant sans souci. Cette image lui serra le cœur. Elle détourna le regard et reprit sa route, pressant le pas. Un jour, se promit-elle, un jour, elle offrirait à sa mère la vie qu'elle méritait. Quand elle arriva à l'appartement, les lumières étaient éteintes. Sa mère ne rentrerait que tard dans la soirée, comme d'habitude. Élodie alluma la petite lampe du salon et sortit ses livres. Elle avait encore plusieurs heures d'études devant elle avant de pouvoir se reposer. Dans le silence de l'appartement, bercée par le tic-tac régulier de l'horloge, Élodie se plongea dans ses révisions, portée par la détermination de ne pas décevoir les espoirs que sa mère avait placés en elle. Les semaines s'écoulèrent, rythmées par les cours d'Élodie et les longues journées de travail d'Amélie. L'automne céda peu à peu sa place à l'hiver, enveloppant Clermont-Ferrand d'un manteau de froid et de grisaille. Un matin de décembre, alors qu'Amélie se préparait pour sa journée, elle fut à nouveau prise de vertige, plus violent cette fois. Sa vision se brouilla et elle dut s'asseoir sur le bord de son lit, le cœur battant à tout rompre. « Ce n'est rien », murmura-t-elle encore, mais sa voix tremblait. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ces signes. Avec réticence, elle prit son téléphone et appela le café où elle travaillait, prétextant une grippe pour s'absenter. Puis, elle contacta le cabinet médical du docteur Rousseau, son médecin de famille, depuis des années. « Cabinet du docteur Rousseau, bonjour », répondit une voix féminine. « Bonjour, c'est Amélie Deschamps. J'aurais besoin de voir le docteur aujourd'hui si possible. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, puis la secrétaire reprit « Le docteur Rousseau a un créneau libre à 11 heures. Cela vous convient-il » Amélie accepta, raccrochant avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle n'aimait pas l'idée de manquer une journée de travail, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus repousser cette visite. À 11 heures précises, Amélie était assise dans le cabinet du docteur Rousseau, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage bienveillant encadré de cheveux grisonnants. « Alors, Amélie, dit-il en parcourant son dossier, que se passe-t-il » Amélie lui décrivit ses symptômes. Les vertiges, la fatigue croissante, les douleurs diffuses. Le médecin l'écouta attentivement, son front se plissant au fur et à mesure de son récit. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-il. « Quelques semaines, peut-être un mois ou deux, » admit Amélie, réalisant soudain qu'elle avait ignoré ces signes bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Le docteur Rousseau hocha gravement la tête. « Je vais vous prescrire une série d'examens, Amélie. Des prises de sang, une IRM. Nous devons comprendre ce qui se passe. » Le ton sérieux du médecin fit naître une boule d'angoisse dans la gorge d'Amélie. « Vous pensez que c'est grave ?» Le docteur Rousseau posa une main rassurante sur son bras. « Ne tirons pas de conclusions hâtives. Faisons d'abord ces examens, d'accord ?» Amélie acquiesça, tentant de garder son calme. Elle quitta le cabinet avec une liste d'examens à faire et un sentiment croissant d'inquiétude. Les jours suivants furent un tourbillon de rendez-vous médicaux qu'Amélie s'efforça de caser entre ses heures de travail. Elle ne dit rien à Élodie, ne voulant pas l'inquiéter inutilement. Sa fille avait ses examens de fin de semestre à préparer, elle n'avait pas besoin de ce fardeau supplémentaire. Une semaine plus tard, Amélie était de retour dans le cabinet du docteur Rousseau. Le visage grave du médecin lui noua l'estomac avant même qu'il ne prenne la parole. « Amélie, » commença-t-il doucement, « j'ai les résultats de vos examens. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. «
Il s'agit d'une tumeur cérébrale, Amélie. Elle est située dans une zone délicate, ce qui explique vos symptômes. Le monde sembla s'arrêter autour d'Amélie. Les mots du médecin résonnaient dans sa tête, mais elle avait l'impression de les entendre de très loin, comme à travers un brouillard épais. « Une tumeur ?» répéta-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le docteur Rousseau hocha gravement la tête. « Oui, la bonne nouvelle est que nous l'avons détectée relativement tôt. Il existe des traitements, Amélie, mais je ne vais pas vous mentir, ce sera un long parcours. » Il lui expliqua les options. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Chaque mot était comme un coup de marteau, enfonçant la réalité de sa situation. « Et les coûts ?» demanda Amélie, son esprit pratique reprenant le dessus malgré le choc. Le médecin grimaça légèrement. « Le traitement sera en grande partie pris en charge par la sécurité sociale, mais il y aura des frais annexes non négligeables. Nous pouvons discuter des options de paiement. » Amélie n'écoutait plus. Son esprit était déjà en train de calculer, d'évaluer leurs maigres économies, de penser aux conséquences sur son travail, sur les études d'Élodie. Amélie, la voix du docteur Rousseau, la ramena à la réalité. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais vous n'êtes pas seul. Nous allons vous accompagner dans ce combat. » Elle hocha mécaniquement la tête, remerciant le médecin d'une voix distante. Quand elle quitta le cabinet, le monde autour d'elle semblait irréel, comme si elle évoluait dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. Amélie marcha sans but dans les rues de Clermont-Ferrand, laissant ses pas la guider alors que son esprit tournoyait dans un maelstrom d'émotions. La peur, bien sûr, était omniprésente. Peur de la maladie, peur de la douleur, peur de l'inconnu, mais plus que tout, c'était la peur pour Élodie qui la paralysait. Comment allait-elle annoncer cela à sa fille? Comment pouvait-elle lui imposer ce fardeau alors qu'elle travaillait si dur pour ses études? Et comment, bon sang, allait-elle payer pour tout cela? Sans s'en rendre compte, Amélie s'était dirigée vers le parc Montjusette. Elle s'assit sur un banc, regardant sans les voir les arbres dénudés qui se dressaient contre le ciel hivernal. C'était ici, sur ce même banc, qu'elle venait souvent quand Élodie était petite. Elle nourrissait les canards, riait, faisait des projets d'avenir. Une larme coula sur sa joue, puis une autre. Bientôt, Amélie sanglotait ouvertement, libérant toute la peur et la frustration accumulées. Elle pleura pour la petite fille qu'elle avait été, pour la jeune femme pleine d'espoir qu'elle était devenue, pour la mère célibataire qui avait sacrifié tant de choses, et elle pleura pour Élodie, pour tous les rêves et les espoirs qu'elle avait placés en elle. Quand enfin ses larmes se tarirent, Amélie se redressa, essuyant son visage d'une main tremblante. Elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Pas maintenant, pas quand Élodie avait besoin d'elle plus que jamais. Avec une détermination renouvelée, elle se leva du banc. Elle allait se battre. Pour Élodie, pour elle-même, pour la vie qu'elle méritait toutes les deux. Le soir venu, quand Élodie rentra de l'université, elle trouva sa mère assise à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de thé refroidi. « Maman !» appela Élodie inquiète. Il était rare de voir sa mère à la maison à cette heure-ci. Amélie leva les yeux, tentant de sourire malgré la boule dans sa gorge. « Assieds-toi, ma chérie, nous devons parler. » Élodie s'exécuta, son cœur battant la chamade. Elle connaissait ce ton. C'était le même que sa mère avait utilisé quand elle lui avait annoncé qu'elle devrait déménager dans un appartement plus petit pour économiser de l'argent. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda-t-elle doucement. Amélie prit une profonde inspiration. « J'ai vu le médecin aujourd'hui, Élodie. J'ai une tumeur cérébrale. » Le monde d'Élodie s'écroula en un instant. Elle fixa sa mère, incapable de parler, de bouger, presque de respirer. « Ce n'est pas forcément une condamnation, » continua rapidement Amélie, voyant la panique dans les yeux de sa fille. « Il y a des traitements. Ça va être difficile, mais nous allons nous battre. » Élodie se leva brusquement, contournant la table pour serrer sa mère dans ses bras. « Oh, maman !» sanglota-t-elle. « Pourquoi toi? Pourquoi nous ?» Amélie caressa doucement les cheveux de sa fille, retenant ses propres larmes. « Je ne sais pas, mon cœur, mais nous allons traverser ça ensemble, d'accord ?» Elles restèrent ainsi enlacées pendant un long moment, mère et fille unies face à l'adversité. Quand enfin Élodie se calma, elle se redressa, essuyant ses yeux rougis. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une détermination qui rappelait tant celle de sa mère. Amélie expliqua le traitement proposé par le docteur Rousseau, les coûts impliqués, les changements que cela allait apporter à leur vie.
À mesure qu'elle parlait, elle vit une lueur de résolution s'allumer dans les yeux de sa fille. « Je vais arrêter l'université », déclara Élodie. « Je peux trouver un travail à plein temps, nous aider à payer les factures. »« Non !» l'interrompit fermement Amélie. « Tu ne vas pas sacrifier ton avenir, nous trouverons un autre moyen. » Mais Élodie secoua la tête. « Maman, tu as sacrifié tellement pour moi toutes ces années, c'est à mon tour de t'aider. Ce n'est que temporaire. Je reprendrai mes études quand tu iras mieux. » Amélie voulut protester, mais elle vit dans les yeux de sa fille la même détermination inébranlable qu'elle-même avait toujours eue. Elle réalisa avec un mélange de fierté et de tristesse qu'Élodie n'était plus une enfant. C'était une jeune femme forte, prête à affronter les défis de la vie. « D'accord », concéda-t-elle finalement. « Mais à une condition, tu continueras à étudier par toi-même. Je ne veux pas que tu perdes tout ce que tu as appris. » Élodie acquiesça, un faible sourire aux lèvres. « Promis, maman. » Cette nuit-là, alors qu'Amélie se préparait pour dormir, elle entendit des sanglots étouffés venant de la chambre d'Élodie. Son cœur se serra. Elle aurait voulu pouvoir protéger sa fille de cette douleur, de cette peur. Mais elle savait aussi que c'était impossible. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était être forte pour Élodie, lui montrer que même face à l'adversité, on pouvait garder espoir. Elle s'allongea dans son lit, fixant le plafond dans l'obscurité. Demain, elle commencerait à planifier, à s'organiser pour les mois difficiles à venir. Mais pour l'instant, Amélie se permit un moment de vulnérabilité. Une larme solitaire coula le long de sa tempe, se perdant dans ses cheveux. « Seigneur, » murmura-t-elle dans le silence de la nuit, « donnez-moi la force. Pour Élodie, pour nous. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Élodie, fidèle à sa parole, entreprit de chercher un emploi à temps plein. Elle passa des heures à parcourir les petites annonces, à rédiger des CV et des lettres de motivation. Amélie, de son côté, jonglait entre ses rendez-vous médicaux et ses emplois, déterminée à travailler aussi longtemps que sa santé le lui permettrait. Un matin froid de janvier, Élodie déboula dans la cuisine, brandissant une feuille de papier. « Maman, j'ai trouvé quelque chose. » Amélie leva les yeux de son café, intriguée. « De quoi s'agit-il, ma chérie ?» Élodie posa le papier sur la table. C'était une annonce pour un poste de femme de chambre dans un manoir à la périphérie de Clermont-Ferrand. « Le manoir de Bellerive cherche du personnel de maison », expliqua Élodie avec enthousiasme. « Le salaire est bien meilleur que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, et il propose le logement sur place. » Amélie parcourut l'annonce, un pli soucieux barrant son front. « Je ne sais pas, Élodie. Travailler et vivre dans un manoir, ça semble presque trop beau pour être vrai. »« Mais c'est parfait, maman, » insista Élodie. « Avec le logement inclus, nous pourrions économiser sur le loyer, et je serai plus proche de l'hôpital pour t'accompagner à tes rendez-vous. » Amélie hésitait encore. L'idée de voir sa fille travailler comme domestique lui serrait le cœur. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée pour elle. Voyant l'hésitation de sa mère, Élodie s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Maman, laisse-moi faire ça. Laisse-moi t'aider, comme tu m'as toujours aidé. » Devant la détermination de sa fille, Amélie sentit sa résistance fondre. Elle attira Élodie dans une étreinte serrée. « D'accord, mon cœur, mais promets-moi d'être prudente. » Le lendemain, Élodie se rendit au manoir de Bellerive pour un entretien. Le domaine était impressionnant, avec ses grilles en fer forgé et son allée bordée d'arbres centenaires. Le manoir lui-même était une imposante bâtisse du XIXe siècle, ses pierres grises se dressant majestueusement contre le ciel d'hiver. Élodie fut reçue par Madame Leblanc, l'intendante du manoir, une femme d'une 60aine d'années, au chignon strict et au regard perçant. « Alors, mademoiselle Deschamps, » commença Madame Leblanc après les présentations d'usage, « pourquoi voulez-vous travailler ici ?» Élodie prit une profonde inspiration. Elle avait décidé d'être honnête. « Ma mère est malade, madame. Elle a besoin de traitements coûteux. Je veux l'aider et ce travail semble être une excellente opportunité. » Madame Leblanc l'observa un long moment, son visage impassible. Puis, contre toute attente, un léger sourire adoucit ses traits. « Vous savez, mademoiselle Deschamps, il est rare de voir une telle dévotion de nos jours. Votre honnêteté vous honore. » L'entretien se poursuivit, Madame Leblanc posant des questions sur l'expérience d'Élodie, limitée, et ses compétences. Elle apprenait vite, assura-t-elle. À la fin, l'intendante se leva. « Eh bien, mademoiselle Deschamps, je pense que vous ferez l'affaire. Quand pouvez-vous commencer ?»
Le cœur d'Élodie fit un bond. Immédiatement, si vous le souhaitez. Madame Leblanc hocha la tête avec approbation. Parfait. Revenez demain avec vos affaires. Je vous montrerai vos quartiers et nous commencerons votre formation. Élodie quitta le manoir le cœur léger, impatiente d'annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Cependant, alors qu'elle franchissait les grilles du domaine, elle ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière. Le manoir se dressait, imposant et mystérieux, comme s'il gardait des secrets qu'elle n'était pas encore prête à découvrir. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Élodie emménagea dans sa petite chambre sous les combles du manoir, un espace modeste mais confortable. Amélie l'aida à s'installer, cachant son émotion derrière un sourire encourageant. « Tu es sûre que ça ira ?» demanda Amélie pour la énième fois, alors qu'elle rangeait les derniers vêtements d'Élodie. Élodie serra sa mère dans ses bras. « Ça ira, maman. Je ne suis qu'à quelques kilomètres. Et maintenant, tu pourras te concentrer sur ton traitement sans t'inquiéter pour les factures. » Amélie hocha la tête, ravalant ses larmes. Elle était fière de sa fille, mais la voir partir, même pour une si courte distance, lui brisait le cœur. Le travail au manoir était dur, mais Élodie s'y adapta rapidement. Elle apprit à faire les lits avec une précision militaire, à nettoyer les immenses pièces sans laisser la moindre trace de poussière, à polir l'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille comme un miroir. Madame Leblanc s'avéra être une patronne exigeante, mais juste. Elle prenait le temps d'enseigner à Élodie les ficelles du métier, corrigeant ses erreurs avec patience. « Vous avez un don pour ça, mademoiselle Deschamps », remarqua un jour Madame Leblanc, alors qu'Élodie arrangeait un bouquet de fleurs fraîches dans le grand salon. « Vous avez l'œil pour les détails. » Élodie rougit sous le compliment. « Merci, madame. J'essaie de faire de mon mieux. » Les semaines passèrent, et Élodie tomba dans une routine confortable. Elle travaillait dur pendant la journée, profitant de ses soirées pour étudier, fidèle à la promesse faite à sa mère. 2 fois par semaine, elle prenait son après-midi pour accompagner Amélie à ses séances de traitement. Ce fut lors d'une de ses visites à l'hôpital qu'Élodie rencontra pour la première fois le propriétaire du manoir de Bellerive. Elle était assise dans la salle d'attente, feuilletant distraitement un vieux magazine, quand une voix grave attira son attention. « Mademoiselle Deschamps ?» Élodie leva les yeux pour voir un homme d'une 60aine d'années, élégamment vêtu d'un costume sur mesure. Ses cheveux grisonnants étaient coiffés en arrière et ses yeux bleus perçants semblèrent la transpercer. « Monsieur Valmont !» s'exclama Élodie, se levant précipitamment. Elle n'avait jamais rencontré le maître des lieux en personne, mais elle avait vu suffisamment de photos pour le reconnaître. Gabriel Valmont, magnate des affaires et propriétaire du manoir de Bellerive, lui adressa un sourire poli. « Madame Leblanc m'a beaucoup parlé de vous. Elle dit que vous êtes une excellente recrue. » Élodie rougit sous le compliment. « Merci, monsieur. J'essaie de faire de mon mieux. » Le regard de monsieur Valmont se posa sur la porte de la salle de traitement. « Vous accompagnez quelqu'un ?» Élodie hocha la tête. « Ma mère, elle suit un traitement pour une tumeur cérébrale. » Une ombre passa sur le visage de monsieur Valmont. Pendant un bref instant, Élodie crut y voir une expression de culpabilité, mais elle disparut si vite qu'elle se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. « Je suis désolé d'entendre ça, » dit-il doucement. « J'espère que le traitement se passe bien. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, une infirmière apparut. « Monsieur Valmont ? Le docteur va vous recevoir maintenant. » Monsieur Valmont hocha la tête en direction de l'infirmière avant de se tourner à nouveau vers Élodie. « Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle Deschamps, et tous mes vœux de prompt rétablissement pour votre mère. » Alors qu'il s'éloignait, Élodie ne put s'empêcher de se demander ce qui amenait le riche homme d'affaires dans ce service de l'hôpital. Mais ses réflexions furent interrompues par l'apparition d'Amélie, pâle et fatiguée après sa séance de chimiothérapie. « Qui était-ce » demanda Amélie en voyant sa fille suivre monsieur Valmont du regard. « Monsieur Valmont, le propriétaire du manoir » répondit Élodie, aidant sa mère à s'asseoir. « Comment te sens-tu » Amélie esquissa un faible sourire. « Ça va aller. J'ai juste besoin de me reposer un peu. » Sur le chemin du retour, Élodie ne put s'empêcher de penser à cette rencontre fortuite. Il y avait quelque chose dans le regard de monsieur Valmont, une tristesse, peut-être un regret, qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Les jours suivants, Élodie reprit sa routine au manoir, mais elle ne pouvait s'empêcher de scruter les couloirs, espérant apercevoir monsieur Valmont. Cependant, l'homme d'affaires semblait s'être volatilisé. Ce ne fut que 2 semaines plus tard
alors qu'Élodie nettoyait la bibliothèque, qu'elle le revit. Elle était perchée sur une échelle, époussetant les étagères supérieures, quand la porte s'ouvrit. Mais Valmont entra, plongé dans la lecture d'un document. Il ne remarqua pas immédiatement la présence d'Élodie. « Oh, excusez-moi, dit-il en levant enfin les yeux. Je ne voulais pas vous déranger. » Élodie descendit rapidement de l'échelle. « Vous ne me dérangez pas, monsieur. Je peux revenir plus tard si vous souhaitez utiliser la bibliothèque, M. » Valmont secoua la tête. « Non, non, restez. En fait, il hésita un instant. « Comment va votre mère ?» Surprise par cette question inattendue, Élodie mit un moment à répondre. « Elle lutte. Les traitements sont difficiles, mais elle est forte. » Monsieur Valmont hocha la tête, son regard se perdant un instant dans le vague. « La force, c'est important dans ces moments-là, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Élodie. Un silence s'installa, chargé de non-dits. Élodie sentait qu'il y avait plus derrière cette question, mais elle n'osait pas pousser plus loin. Finalement, monsieur Valmont sembla se ressaisir. « Eh bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Bonne journée, mademoiselle Deschamps. » Il quitta la pièce, laissant Élodie perplexe. Il y avait définitivement quelque chose d'étrange dans le comportement de monsieur Valmont, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Les semaines passèrent, ponctuées par les traitements d'Amélie et le travail acharné d'Élodie au manoir. Malgré la fatigue et le stress, Élodie continuait à étudier le soir, déterminée à ne pas perdre de vue son objectif de retourner à l'université. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans la cuisine, préparant les plateaux pour le petit déjeuner du lendemain, Élodie entendit des voix provenant du bureau de monsieur Valmont. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Gabriel », disait une voix féminine qu'Élodie reconnut comme celle de madame Leblanc. « Tu dois lui dire la vérité. »« Et comment suis-je censé faire ça ?» répondit la voix grave de monsieur Valmont. « Comment puis-je lui dire que j'ai abandonné sa mère il y a 20 ans quand j'ai appris qu'elle était enceinte ?» Élodie sentit son cœur s'arrêter. Le plateau qu'elle tenait lui échappa des mains, s'écrasant au sol dans un fracas de porcelaine brisée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis la porte du bureau s'ouvrit brusquement, révélant monsieur Valmont et madame Leblanc, leurs visages figés dans une expression de choc. Élodie les fixait, incapable de bouger, incapable de parler. Son monde venait de basculer, et elle ne savait pas comment le remettre d'aplomb. Élodie, commença monsieur Valmont faisant un pas vers elle. Mais Élodie recula, secouant la tête. Sans un mot, elle se retourna et s'enfuit, courant à travers les couloirs du manoir, comme si sa vie en dépendait. Elle courut jusqu'à sa chambre, claquant la porte derrière elle et s'effondrant sur son lit. Les larmes coulaient librement sur son visage, alors que les implications de ce qu'elle venait d'entendre la frappèrent de plein fouet. Mais Valmont était son père qui avait abandonné sa mère quand elle était enceinte, son père qui vivait dans le luxe pendant qu'elle luttait pour joindre les deux bouts, son père qui l'avait employée comme femme de chambre sans même savoir qui elle était. La colère, la confusion et la douleur tourbillonnaient en elle, formant un maelstrom d'émotions qu'elle ne savait pas comment gérer. Un coup léger à la porte la fit sursauter. « Élodie » c'était la voix de madame Leblanc. « Puis-je entrer » Élodie ne répondit pas, enfouissant son visage dans son oreiller. Elle entendit la porte s'ouvrir doucement, puis le matelas s'affaisser alors que madame Leblanc s'asseyait à côté d'elle. « Je suis désolée que vous ayez appris la vérité de cette façon, » dit doucement l'intendante. « Ce n'est pas ainsi que cela aurait dû se passer. » Élodie se redressa, essuyant rageusement ses larmes. « Vous saviez, depuis le début ?» Madame Leblanc hocha lentement la tête. « Oui, j'ai reconnu votre nom quand vous avez postulé. J'ai pensé que c'était peut-être le destin qui vous ramenait ici. » « Le destin !» cracha Élodie avec amertume. « Quel genre de destin cruel ferait ça? Je sais que c'est difficile à comprendre maintenant, » dit madame Leblanc en posant une main réconfortante sur l'épaule d'Élodie. « Mais Gabriel, Valmont, il n'est pas un mauvais homme. Il a fait une terrible erreur il y a 20 ans, une erreur qu'il regrette profondément. » Élodie secoua la tête, incapable d'accepter ces mots. « Il nous a abandonnés. Il a laissé ma mère se débrouiller seule. Et maintenant qu'elle est malade. » Sa voix se brisa, de nouvelles larmes menaçant de couler. Madame Leblanc la prit dans ses bras, la berçant doucement. « Je sais, ma chérie, je sais. Mais peut-être que c'est une chance de réparer les choses, de donner à votre mère l'aide dont elle a besoin. » Élodie se dégagea de l'étreinte, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Je dois parler à ma mère.
Elle doit savoir, Madame Leblanc acquiesça. Bien sûr. Prenez le temps qu'il vous faut. Votre travail sera toujours là à votre retour. Élodie rassembla rapidement quelques affaires, son esprit tournant à toute vitesse. Comment allait-elle annoncer cela à sa mère? Comment Amélie réagirait-elle en apprenant que l'homme qui l'avait abandonnée était de retour dans leur vie? Alors qu'elle quittait sa chambre, Élodie croisa Monsieur Valmont dans le couloir. Il avait l'air défait, plus vieux et plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. « Élodie, commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste. « Pas maintenant, dit-elle fermement. Je dois parler à ma mère d'abord. Ensuite, nous verrons. » Monsieur Valmont hocha la tête, résigné. « Je comprends. Je serai là quand vous serez prête à parler. » Élodie le dépassa sans un mot de plus, son cœur battant la chamade, alors qu'elle se dirigeait vers la sortie du manoir. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant. Le trajet jusqu'à l'appartement de sa mère parut interminable à Élodie. Chaque feu rouge, chaque arrêt du bus semblait une éternité. Son esprit tournoyait, essayant de trouver les mots justes pour annoncer cette nouvelle bouleversante à Amélie. Quand enfin elle arriva devant la porte de l'appartement, Élodie hésita. Sa main tremblait alors qu'elle insérait la clé dans la serrure. Prenant une profonde inspiration, elle entra. « Maman » appela-t-elle doucement. Amélie apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, l'air surpris. « Élodie, que fais-tu ici à cette heure-ci? Est-ce que tout va bien ?» Élodie sentit sa gorge se nouer. Comment pouvait-elle faire ça? Comment pouvait-elle bouleverser le monde de sa mère une fois de plus? « Maman, il faut qu'on parle, » dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Amélie fronça les sourcils, inquiète. Elle guida sa fille vers le canapé, s'asseyant à côté d'elle. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Élodie prit les mains de sa mère dans les siennes, cherchant du courage dans ce contact familier. « Maman, j'ai découvert quelque chose au manoir, quelque chose sur mon père. » Amélie se figea, son visage pâlissant soudainement. « Ton père ?» répéta-t-elle faiblement. Élodie hocha la tête, les larmes aux yeux. « C'est Monsieur Valmont, maman, le propriétaire du manoir. Il a dit qu'il t'avait abandonné quand tu étais enceinte. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Amélie fixait un point invisible devant elle, son visage une mosaïque d'émotions. Choc, douleur, colère, peur. « Comment ?» commença Amélie, sa voix tremblante. « Comment as-tu découvert ça ?» Élodie lui raconta alors la conversation qu'elle avait surprise, la réaction de Monsieur Valmont et de Madame Leblanc. À mesure qu'elle parlait, elle vit les épaules de sa mère s'affaisser, comme si un poids invisible s'abattait sur elle. Quand Élodie eut fini son récit, Amélie resta silencieuse pendant de longues minutes. Puis, lentement, elle se leva et se dirigea vers une vieille commode dans le coin de la pièce. Elle en sortit une boîte en carton usé qu'Élodie n'avait jamais vue auparavant. « Je pense qu'il est temps que tu saches toute l'histoire, » dit doucement Amélie en revenant s'asseoir. Elle ouvrit la boîte en sortant une photo jaunie par le temps. Élodie se pencha pour regarder. La photo montrait une jeune Amélie, radieuse, dans les bras d'un homme qu'Élodie reconnut immédiatement comme une version plus jeune de Monsieur Valmont. « Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 21 ans, » commença Amélie, sa voix teintée de nostalgie. Gabriel était déjà un jeune homme d'affaires prometteur. Il était brillant, charmant. Je suis tombée amoureuse presque instantanément. Élodie écoutait, fascinée, alors que sa mère déroulait l'histoire de cette romance de jeunesse. « Pendant 1 an, tout était parfait, » continua Amélie. « Nous faisions des projets d'avenir, nous parlions de mariage, d'enfants. Puis, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Son visage s'assombrit à ce souvenir. J'étais si heureuse, si excitée de lui annoncer la nouvelle. Mais quand je l'ai fait... Amélie s'interrompit, luttant visiblement contre ses émotions. Élodie serra sa main en signe de soutien. « Il a paniqué, » reprit Amélie après un moment. « Il a dit qu'il n'était pas prêt, que ça ruinerait sa carrière. Il m'a demandé d'avorter. » Élodie sentit une vague de colère monter en elle. Comment avait-il pu demander une chose pareille? « J'ai refusé, bien sûr, » continua Amélie. « Je lui ai dit que je garderais le bébé avec ou sans lui. » Le lendemain, il était parti. Il a quitté la ville sans laisser d'adresse, sans un mot d'explication. Amélie essuya une larme qui coulait sur sa joue. J'étais dévastée. Pendant des mois, j'ai espéré qu'il reviendrait, qu'il changerait d'avis. Mais il n'est jamais revenu. Élodie sentait son cœur se serrer en écoutant le récit de sa mère.
Elle avait toujours su que son père les avait abandonnés, mais entendre les détails rendait la réalité encore plus douloureuse. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?» demanda doucement Élodie. Amélie soupira. « Au début, c'était trop douloureux. Ensuite, je ne voulais pas que tu grandisses en te sentant abandonné ou non désiré. Je voulais que tu saches que tu étais aimé, que tu étais tout pour moi. » Elle caressa tendrement la joue de sa fille. « Et puis, que pouvais-je dire ? Je ne savais rien de lui, de ce qu'il était devenu. Je ne savais même pas qu'il était revenu à Clermont-Ferrand. » Élodie hocha la tête, comprenant la logique de sa mère. Mais une question la taraudait encore. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» Amélie resta silencieuse un long moment, son regard perdu dans le vague. Finalement, elle se tourna vers sa fille, une lueur de détermination dans les yeux. « Maintenant, ma chérie, nous allons affronter cela ensemble. Gabriel Valmont a beaucoup de comptes à rendre, et il est temps qu'il assume ses responsabilités. » Le lendemain matin, Élodie et Amélie se présentèrent au manoir de Bellerive. Madame Leblanc les accueillit à la porte, son visage trahissant sa surprise et son inquiétude. « Mademoiselle Deschamps, madame, je ne vous attendais pas si tôt. »« Nous devons voir Monsieur Valmont, » déclara fermement Amélie. « Immédiatement. » Madame Leblanc hésita un instant, puis hocha la tête. « Suivez-moi, je vous prie. » Elle les conduisit à travers les couloirs du manoir jusqu'au bureau de Monsieur Valmont. Après avoir frappé doucement, elle ouvrit la porte. « Monsieur, Mademoiselle Deschamps et sa mère sont ici pour vous voir. » Gabriel Valmont leva les yeux de son bureau, son visage pâlissant visiblement à la vue d'Amélie. Il se leva lentement, comme si le poids de 20 ans de culpabilité pesait soudain sur ses épaules. « Amélie » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Amélie s'avança dans la pièce, Élodie à ses côtés. « Bonjour, Gabriel. Cela fait longtemps. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Madame Leblanc s'éclipsa discrètement, fermant la porte derrière elle. Gabriel fut le premier à briser le silence. « Je suis désolé. Je sais que ces mots ne suffisent pas, mais je suis vraiment, profondément désolé. » Amélie le fixa d'un regard dur. « Tu as raison. Ces mots ne suffisent pas après 20 ans. » Elle s'approcha du bureau, posant ses mains à plat sur la surface polie. « Tu nous as abandonnés, Gabriel. Tu m'as laissé affronter seule une grossesse, élever seule notre fille. As-tu la moindre idée de ce que ça a été ?» Gabriel baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur d'Amélie. « Non, » admit-il doucement, « je ne peux pas imaginer. J'ai été lâche, Amélie. J'ai fui mes responsabilités, et il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas regretté. » Élodie observait cet échange en silence, partagé entre la colère envers cet homme qui les avait abandonnés et une étrange pitié pour la douleur évidente qu'il ressentait. « Pourquoi maintenant ?» demanda soudain Amélie. « Pourquoi ne pas nous avoir contactés plus tôt ?» Gabriel soupira profondément. « La vérité, c'est que je n'en ai pas eu le courage. J'ai essayé de vous retrouver il y a quelques années, mais quand j'ai appris que vous vous en sortiez bien, que Élodie était à l'université, j'ai pensé que peut-être il valait mieux que je reste en dehors de vos vies. » Il se tourna vers Élodie. « Quand j'ai vu ton nom sur la candidature pour le poste au manoir, j'ai su que c'était toi. J'ai voulu te le dire, mais j'avais peur. Peur de ta réaction, peur de bouleverser ta vie. » Élodie sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. La colère était toujours là, mais elle était mêlée de confusion et d'une étrange forme de soulagement. Au moins maintenant, elle connaissait la vérité. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Qu'est-ce qui va se passer ?» Gabriel regarda tour à tour Amélie et Élodie, son visage reflétant un mélange de regret et d'espoir. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais si vous me le permettez, j'aimerais essayer de réparer une partie du mal que j'ai causé. » Il se tourna vers Amélie. « J'ai appris pour ta maladie, Amélie. Je veux t'aider, prendre en charge tes frais médicaux, t'offrir les meilleurs soins possibles. » Puis, il regarda Élodie. « Et toi, Élodie, je veux que tu retournes à l'université. Je paierai tes frais de scolarité, tout ce dont tu as besoin. » Amélie et Élodie échangèrent un regard, surprises par cette offre inattendue. « Nous n'avons pas besoin de ta charité, Gabriel, » commença Amélie, mais il l'interrompit. « Ce n'est pas de la charité, Amélie. C'est ma responsabilité. Une responsabilité que j'aurais dû assumer il y a 20 ans. » Un long silence suivit ces paroles. Amélie semblait en proie à un conflit intérieur, partagé entre sa fierté et la réalité de sa situation. Finalement, ce fut Élodie qui parla. «
Nous avons besoin de temps, dit-elle doucement, pour réfléchir, pour digérer tout ça. Gabriel hocha la tête, compréhensif. Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai là quand vous serez prête à en reparler. Alors qu'elles quittèrent le bureau, Amélie s'arrêta sur le seuil. Sans se retourner, elle dit « Tu nous dois 20 ans, Gabriel. 20 ans de présence, de soutien, d'amour. Es-tu prêt à assumer cela ?» Gabriel n'hésita qu'un instant. « Oui, » répondit-il fermement. « Si vous me donnez cette chance, je ferai tout pour mériter votre pardon. » Amélie hocha simplement la tête avant de sortir, suivie d'Élodie. Alors qu'elle traversait le hall d'entrée, Élodie ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière. Elle aperçut Gabriel, debout dans l'encadrement de la porte de son bureau, les regardant partir avec une expression de regret et d'espoir mêlés. Cette rencontre marquait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre rempli d'incertitudes, mais aussi de possibilités. Le chemin vers le pardon et la réconciliation serait long et difficile, mais pour la première fois depuis 20 ans, une porte s'était ouverte, offrant une chance de guérison pour cette famille brisée. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Amélie et Élodie. La révélation de l'identité du père d'Élodie avait ouvert une boîte de Pandore, libérant des sentiments longtemps refoulés et soulevant des questions qui avaient besoin de réponses. Après de longues discussions et beaucoup de réflexions, Amélie avait finalement accepté l'aide financière de Gabriel pour ses traitements médicaux. Ce n'était pas une décision facile pour elle, mais face à la réalité de sa maladie et au coût croissant des soins, elle avait mis sa fierté de côté pour le bien de sa santé et celui d'Élodie. Élodie, quant à elle, avait repris ses études à l'université, Gabriel tenant sa promesse de couvrir tous ses frais. Cependant, elle avait insisté pour garder son travail à temps partiel au manoir. « C'est important pour moi de garder mon indépendance », avait-elle expliqué à sa mère. Un samedi matin, alors qu'Amélie se préparait pour une séance de chimiothérapie, elle fut surprise d'entendre frapper à la porte de l'appartement. Quand elle ouvrit, elle trouva Gabriel sur le palier, l'air nerveux et tenant un bouquet de fleurs. « Bonjour Amélie, » dit-il doucement. « Je me demandais si tu accepterais que je t'accompagne à l'hôpital aujourd'hui. » Amélie le regarda, surprise. C'était la première fois que Gabriel faisait une telle proposition. Jusqu'à présent, son aide s'était limitée à l'aspect financier, respectant la distance qu'Amélie et Élodie avaient instaurée. Après un moment d'hésitation, Amélie hocha la tête. « D'accord », dit-elle simplement, prenant le bouquet et l'invitant à entrer. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit dans un silence gêné. 20 ans de non-dits pesaient entre eux, rendant toute conversation superficielle impossible. Ce ne fut que lorsqu'ils furent installés dans la salle d'attente que Gabriel prit la parole. « Amélie », commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je sais que rien de ce que je pourrais dire ne changera ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches à quel point je regrette mes actions. » Amélie le regarda, son visage indéchiffrable. « Pourquoi, Gabriel? Pourquoi as-tu fui ?» Gabriel soupira profondément. « J'étais jeune, ambitieux et terriblement égoïste. Quand tu m'as annoncé ta grossesse, j'ai paniqué. J'ai vu tous mes projets, tous mes rêves de réussite s'écrouler. J'ai pensé que je n'étais pas prêt à être père, que ça ruinerait ma carrière. » Il fit une pause, ses yeux brillants de larmes contenues. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Peur de l'engagement, peur des responsabilités. Alors j'ai fui, pensant que c'était la solution facile. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que c'était la plus grande erreur de ma vie. Amélie l'écoutait en silence, son visage trahissant un mélange complexe d'émotions. « Tu sais, dit-elle finalement, pendant des années, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, ce que j'aurais pu faire différemment pour te faire rester. » Gabriel secoua vigoureusement la tête. « Tu n'as rien fait de mal, Amélie. C'était entièrement ma faute. Tu es une femme extraordinaire. Et j'étais trop aveugle pour le voir à l'époque. » Un silence s'installa entre eux, moins tendu cette fois. Puis Amélie demanda doucement « Et maintenant, qu'attends-tu de nous, Gabriel ?» Gabriel réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne m'attends à rien, Amélie. Je sais que je n'en ai pas le droit. Mais j'espère que vous me donnerez la chance de faire partie de vos vies, de rattraper le temps perdu si c'est possible. » Amélie le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la sincérité de ses paroles. Finalement, elle hocha lentement la tête. « Ce ne sera pas facile, Gabriel. Il y a beaucoup de blessures à guérir. »« Je sais, » répondit-il doucement, « mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra.
Pour toi, pour Élodie, pour notre famille. » Le mot « famille » résonna étrangement aux oreilles d'Amélie. Pendant si longtemps, sa famille n'avait été qu'Élodie et elle. L'idée que Gabriel puisse en faire partie semblait encore irréelle. Leur conversation fut interrompue par l'appel d'une infirmière. Alors qu'Amélie se levait pour suivre l'infirmière, Gabriel lui prit doucement la main. « Je serai là quand tu sortiras », promit-il. Amélie hocha simplement la tête avant de disparaître dans la salle de traitement. Pendant les heures qui suivirent, Gabriel resta dans la salle d'attente, réfléchissant à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'il avait manqué. Il pensa à Élodie, à la jeune femme extraordinaire qu'elle était devenue sans lui. Il pensa à Amélie, à sa force, à son courage face à l'adversité, et il se jura que d'une manière ou d'une autre, il ferait en sorte de mériter une place dans leur vie. Quand Amélie sortit finalement, pâle et fatiguée, Gabriel était là pour l'accueillir avec une chaise roulante et un sourire chaleureux. « Laisse-moi t'aider », dit-il doucement. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Amélie lui sourit en retour. Ce n'était qu'un petit sourire, fatigué et hésitant, mais c'était un début. Sur le chemin du retour, leur conversation fut plus détendue. Gabriel parla de son travail, de ses voyages, mais surtout, il posa des questions sur Élodie, avide d'en apprendre davantage sur la fille qu'il n'avait pas vue grandir. Amélie, malgré sa fatigue, se surprit à partager des anecdotes sur l'enfance d'Élodie, sur ses premiers pas, ses premiers mots, ses succès à l'école. À chaque histoire, le visage de Gabriel s'assombrissait un peu plus, réalisant tout ce qu'il avait manqué. « Elle a toujours été brillante », dit Amélie avec fierté. « Même quand les choses étaient trop difficiles pour nous, elle n'a jamais cessé de travailler dur à l'école. » Gabriel hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Elle tient ça de toi, Amélie. Ta force, ta détermination. » Amélie le regarda du coin de l'œil. « Elle a tes yeux, » dit-elle doucement, « et ton sourire. » Ces mots touchèrent Gabriel plus qu'il ne l'aurait cru possible. L'idée qu'une partie de lui vivait en Élodie, malgré son absence, le bouleversait profondément. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Élodie les attendait, visiblement surprise de voir Gabriel. « Monsieur Valmont, je ne savais pas que vous accompagniez maman aujourd'hui, » dit-elle, son ton trahissant un mélange de confusion et de méfiance. Gabriel se racla la gorge, mal à l'aise. « J'ai pensé que ce serait bien d'être là, si ça ne te dérange pas, bien sûr. » Élodie regarda sa mère, cherchant un signe de son approbation. Amélie hocha légèrement la tête. « D'accord, » dit finalement Élodie. « Voulez-vous rester pour le dîner? J'ai préparé un ragoût. » Cette invitation inattendue surprit autant Gabriel qu'Amélie. « J'en serais ravi, » répondit Gabriel avec un sourire reconnaissant. Le dîner fut une affaire étrange, mélange de moments de silence gêné et de conversations hésitantes. Élodie posa des questions sur le travail de Gabriel, sur ses voyages. Gabriel, en retour, s'enquit de ses études, de ses aspirations. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'atmosphère se détendit légèrement. Amélie observait cet échange entre père et fille avec un mélange de mélancolie et d'espoir. Voir Gabriel faire un effort sincère pour connaître Élodie, voir Élodie s'ouvrir peu à peu, c'était à la fois douloureux et réconfortant. Alors que Gabriel s'apprêtait à partir, Élodie le surprit en demandant « Voudriez-vous revenir dimanche prochain? Nous pourrions déjeuner ensemble. » Gabriel regarda Amélie, cherchant son approbation. Quand elle acquiesça doucement, il se tourna vers Élodie avec un sourire ému. « J'adorerais ça. Merci, Élodie. » Après le départ de Gabriel, Amélie et Élodie restèrent un moment silencieuses, chacune perdue dans ses pensées. « Tu es sûre que ça va, maman ?» demanda finalement Élodie. « Je sais que c'est beaucoup à gérer, avec le traitement, et maintenant, lui. » Amélie prit la main de sa fille dans la sienne. « Ça va aller, ma chérie. C'est compliqué. Mais je pense que c'est une bonne chose, pour nous toutes. » Élodie hocha la tête, pensive. « Je ne suis pas sûre de ce que je ressens pour lui, » admit-elle. « Une partie de moi est en colère pour ce qu'il a fait, mais une autre partie veut le connaître, » termina doucement Amélie. Élodie acquiesça. « C'est normal, ma chérie. Prends ton temps. Nous avons tous besoin de temps pour nous adapter à cette nouvelle situation. » Les semaines suivantes virent s'installer une nouvelle routine. Gabriel venait régulièrement, participant aux repas familiaux, accompagnant Amélie à ses rendez-vous médicaux quand Élodie ne pouvait pas le faire.
Petit à petit, les conversations devinrent plus faciles, les silences moins gênants. Un jour, alors qu'Amélie se reposait après une séance de chimiothérapie particulièrement difficile, Élodie et Gabriel se retrouvèrent seuls dans le salon. « Comment vas-tu, Élodie » demanda Gabriel, remarquant les cernes sous les yeux de sa fille. Élodie haussa les épaules. « Ça va, c'est juste, c'est dur de voir maman comme ça. » Gabriel hocha la tête, compréhensif. « Je sais, mais elle est forte, et elle a une fille merveilleuse pour la soutenir. » Élodie le regarda, surprise par le compliment. « Merci, » dit-elle doucement. Puis après un moment d'hésitation, « Comment c'était entre vous? Avant, je veux dire. » Gabriel prit une profonde inspiration, surpris mais reconnaissant de cette ouverture. « Ta mère était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Elle était pleine de vie, de passion. Elle avait cette façon de voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. » Il s'arrêta, perdu dans ses souvenirs. « Nous étions jeunes, amoureux, pleins de rêves. Je pensais que rien ne pourrait nous arrêter. » Son visage s'assombrit. Puis j'ai tout gâché. Élodie l'observa attentivement. « Vous l'aimez encore, n'est-ce pas ?» Gabriel la regarda, surpris par sa perspicacité. « Oui, je crois que je n'ai jamais cessé de l'aimer, mais j'ai perdu ce droit il y a longtemps. » Élodie resta silencieuse un moment, digérant cette information. Puis, doucement, « Je pense qu'elle vous aime aussi, vous savez, malgré tout. » Ces mots touchèrent Gabriel au plus profond de son être. L'idée qu'Amélie puisse encore avoir des sentiments pour lui, après tout ce qu'il avait fait, semblait presque trop belle pour être vraie. « Élodie, » dit-il, sa voix chargée d'émotion, « je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais si tu me le permets, j'aimerais vraiment faire partie de ta vie, de vos vies à toutes les deux. » Élodie le regarda longuement, semblant peser ses mots. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord, mais à une condition. »« Tout ce que tu voudras, » répondit Gabriel sans hésitation. « Ne nous abandonnez plus jamais, » dit Élodie, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Nous avons besoin de vous. Maman a besoin de vous. Et moi, j'ai besoin d'un père. » Gabriel sentit les larmes lui monter aux yeux. Sans réfléchir, il attira Élodie dans une étreinte. « Je te le promets, » murmura-t-il, « je serai là. Toujours. » Ce moment marqua un tournant dans leur relation. À partir de ce jour, les barrières commencèrent à tomber. Gabriel s'impliqua davantage dans leur vie quotidienne, aidant Amélie dans ses tâches ménagères, assistant aux présentations universitaires d'Élodie, étant simplement présent. Amélie, de son côté, observait cette évolution avec un mélange de joie et d'appréhension. Voir Gabriel et Élodie construire une relation lui réchauffait le cœur, mais elle ne pouvait s'empêcher de craindre que tout cela ne soit que temporaire. Un soir, alors que Gabriel s'apprêtait à partir après le dîner, Amélie le retint. « Gabriel, » dit-elle doucement, « j'ai besoin de savoir, tout ça, c'est pour de bon? Ou est-ce que c'est juste de la culpabilité ?» Gabriel la regarda, surpris par sa franchise. Puis, doucement, il prit ses mains dans les siennes. « Amélie, » commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion, « ce que je ressens va bien au-delà de la culpabilité. Je sais que j'ai commis une erreur impardonnable il y a 20 ans. Mais ces dernières semaines, elles m'ont rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de toi en premier lieu. Et elles m'ont fait réaliser à quel point j'ai été stupide de laisser partir la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander une seconde chance. Mais si tu es prête à me l'accorder, je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ton pardon et ton amour. » Amélie le regarda, les larmes aux yeux. Pendant si longtemps, elle avait rêvé d'entendre ces mots. Mais maintenant qu'ils étaient reprononcés, elle se sentait partagée entre l'espoir et la peur. « J'ai peur, Gabriel, » admit-elle. « Peur de te faire confiance à nouveau. Peur d'être blessée. Et surtout, j'ai peur pour Élodie. Je ne veux pas qu'elle souffre si les choses ne marchent pas entre nous. » Gabriel hocha la tête, compréhensif. « Je comprends, Amélie. Et je ne te demande pas de me faire confiance immédiatement. Tout ce que je demande, c'est une chance. Une chance de te prouver, de vous prouver à toutes les deux que j'ai changé, que je suis là pour rester. » Amélie resta silencieuse un long moment, pesant ses options. Puis, lentement, elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle doucement, « nous pouvons essayer. » Le sourire qui illumina le visage de Gabriel à cet instant était éblouissant. Sans réfléchir, il attira Amélie dans ses bras, la serrant contre lui,
comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. « Merci », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je te promets que tu ne le regretteras pas. » Alors qu'ils restaient ainsi enlacés, ni l'un ni l'autre ne remarqua Élodie qui les observait discrètement depuis le couloir, un sourire aux lèvres et les larmes aux yeux. Les mois qui suivirent furent une période de transition pour la famille nouvellement réunie. Gabriel, fidèle à sa promesse, s'impliqua pleinement dans la vie d'Amélie et d'Élodie. Il était présent à chaque rendez-vous médical, chaque séance de chimiothérapie, offrant un soutien indéfectible à Amélie dans sa lutte contre la maladie. Élodie, de son côté, jonglait entre ses études universitaires et le temps passé avec ses parents. Elle observait avec un mélange de joie et d'appréhension la relation renaissante entre sa mère et Gabriel. Un samedi matin, alors qu'Élodie préparait le petit déjeuner, elle fut surprise de voir Gabriel arriver tôt, un bouquet de fleurs à la main et un air nerveux sur le visage. « Bonjour Élodie, dit-il en entrant dans la cuisine. « Ta mère est réveillée ?» Élodie secoua la tête. « Pas encore. La dernière séance de chimio l'a beaucoup fatiguée. Que se passe-t-il » Gabriel hésita un instant, puis sortit une petite boîte de sa poche. Quand il l'ouvrit, Élodie vit briller une bague sertie d'un diamant. « Oh mon Dieu, souffla-t-elle, vous allez demander maman en mariage ?» Gabriel hocha la tête, l'air à la fois excité et terrifié. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je sais que c'est peut-être un peu tôt, mais avec tout ce qui s'est passé, je ne veux plus perdre de temps. » Élodie resta silencieuse un moment, assimilant la nouvelle. Puis, à la surprise de Gabriel, elle se jeta dans ses bras. « Bien sûr que ça ne me dérange pas. C'est merveilleux. » Gabriel la serra contre lui, soulagé et ému. « Merci, Élodie. Ton approbation compte beaucoup pour moi. » Ils furent interrompus par le bruit de pas dans le couloir. Amélie apparut, l'air encore endormi mais intriguée par l'agitation dans la cuisine. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle en voyant Gabriel et Élodie enlacés. Gabriel se tourna vers elle, le cœur battant. C'était maintenant ou jamais. Il s'approcha d'Amélie, prit ses mains dans les siennes et mit un genou à terre. « Amélie !» commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Il y a 20 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie en te quittant. Depuis que le destin nous a réunis, j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide. Tu es la femme la plus forte, la plus courageuse et la plus aimante que je connaisse. Tu as élevé notre fille seule. Tu as affronté la maladie avec une grâce et une détermination incroyables. Je t'aime, Amélie. Je t'ai toujours aimée. Et si tu veux bien de moi, je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ton amour. Amélie Deschamps, veux-tu m'épouser ?» Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes. Elle regarda Gabriel, puis Élodie qui observait la scène avec un grand sourire, puis à nouveau Gabriel. « Oui, murmura-t-elle finalement. « Oui, je le veux. » Gabriel se releva d'un bond, passant la bague au doigt d'Amélie avant de l'embrasser passionnément. Élodie les rejoignit, et ils se trouvèrent tous les trois enlacés, riant et pleurant à la fois. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs de mariage et de rendez-vous médicaux. Le traitement d'Amélie semblait enfin porter ses fruits, les derniers examens montrant une régression significative de la tumeur. Le jour du mariage arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. C'était une cérémonie intime, dans le jardin du manoir de Bellerive. Seuls quelques amis proches et la famille étaient présents. Élodie, resplendissante dans sa robe de demoiselle d'honneur, ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant le bonheur sur le visage de ses parents. Amélie, malgré la fatigue du traitement, rayonnait dans sa simple robe blanche. Ses cheveux, qui avaient commencé à repousser, étaient ornés d'une couronne de fleurs. Gabriel, élégant dans son costume, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. « Amélie !» commença Gabriel, sa voix chargée d'émotion. « Il y a 20 ans, j'ai fait l'erreur de ma vie en te quittant. Aujourd'hui, je fais le choix le plus important de ma vie en te choisissant à nouveau. Je promets de t'aimer, de te chérir, de te soutenir dans les bons et les mauvais moments. Je promets d'être le mari que tu mérites et le père qu'Élodie a toujours mérité d'avoir. Tu es ma seconde chance, Amélie, et je passerai le reste de ma vie à la saisir pleinement. » Amélie, les larmes aux yeux, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Gabriel, notre histoire n'a pas été un conte de fées. Nous avons connu la douleur, la séparation, la maladie, mais nous avons aussi connu l'amour, le pardon et la rédemption. Je te choisis aujourd'hui, avec toute notre histoire, tous nos défauts
et toutes nos qualités. Je promets de t'aimer, de te faire confiance, de construire avec toi la famille que nous avons toujours rêvé d'avoir. Tu es mon passé retrouvé et mon avenir espéré, Gabriel, et je suis heureuse de faire ce voyage avec toi. » Quand le maire les déclara mari et femme, les applaudissements et les cris de joie résonnèrent dans tout le jardin. Élodie fut la première à les enlacer, les larmes coulant librement sur ses joues. La réception qui suivit fut joyeuse et détendue. Gabriel et Amélie ne se quittaient pas des yeux, rattrapant en une journée 20 ans de séparation. Élodie, entourée de ses amis de l'université, ne pouvait s'empêcher de jeter des regards attendris à ses parents. Vers la fin de la soirée, alors que la musique jouait doucement et que les invités commençaient à partir, Gabriel attira Amélie et Élodie à l'écart. « J'ai une surprise pour vous », dit-il avec un sourire mystérieux. Il les conduisit à l'intérieur du manoir, dans une aile qu'Élodie n'avait jamais vue auparavant. « J'ai fait rénover cette partie du manoir », expliqua Gabriel en ouvrant une porte. « C'est pour nous, notre nouvelle maison, si vous le voulez bien. » Amélie et Élodie restèrent bouche bée en découvrant l'intérieur. C'était un appartement spacieux et lumineux, décoré avec goût dans des tons chaleureux. Il y avait 3 chambres, un grand salon, une cuisine moderne et même un petit bureau pour Élodie. « C'est magnifique !» souffla Amélie, les larmes aux yeux. Élodie se tourna vers Gabriel confuse. « Mais ma chambre ?» Gabriel sourit tendrement. « Tu es adulte maintenant, Élodie. Tu as ta vie à l'université. Mais cette chambre sera toujours la tienne quand tu voudras venir à la maison. Tu fais partie de cette famille, ne l'oublie jamais. » Élodie se jeta dans les bras de Gabriel, submergée par l'émotion. « Merci, papa », murmura-t-elle, utilisant ce mot pour la première fois. Gabriel sentit son cœur se gonfler de joie en entendant ce simple mot. Il attira Amélie dans l'étreinte et ils restèrent ainsi un long moment, une famille enfin réunie. Les mois qui suivirent furent remplis de bonheur et d'ajustement. Amélie continua son traitement, soutenue par Gabriel et Élodie à chaque étape. Ses examens montrèrent des progrès constants et les médecins étaient optimistes quant à ses chances de rémission complète. Élodie, encouragée par ses parents, se plongea dans ses études avec une énergie renouvelée. Elle passait ses week-ends au manoir, profitant de ce temps en famille qu'elle n'avait jamais eu auparavant. 1 an après le mariage, alors qu'ils étaient tous réunis pour célébrer l'obtention du diplôme d'Élodie, Amélie les surprit avec une nouvelle inattendue. « J'ai quelque chose à vous annoncer », dit-elle avec un grand sourire. « Les derniers examens sont formels. Je suis en rémission complète. » La joie qui explosa dans la pièce était indescriptible. Il y eut des larmes, des rires, des embrassades. C'était plus qu'une victoire contre la maladie. C'était le triomphe de leur amour et de leur unité familiale. Plus tard ce soir-là, alors qu'Élodie s'était retirée dans sa chambre, Amélie et Gabriel se retrouvèrent seuls sur la terrasse, contemplant les étoiles. « Tu sais, » dit doucement Amélie, « il y a eu des moments où je pensais que je ne verrais jamais ce jour. Quand le diagnostic est tombé, j'ai cru que c'était la fin. » Gabriel serra sa main dans la sienne. « Mais tu as lutté. Tu as toujours été la plus forte de nous deux. » Amélie sourit. « Nous avons tous lutté. Toi, moi, Élodie. Nous avons traversé ça ensemble. » Gabriel hocha la tête, pensif. Qui aurait cru il y a 2 ans que nous en serions là aujourd'hui, mariés, heureux, avec notre fille diplômée et toi en bonne santé. La vie nous réserve parfois de belles surprises, murmura Amélie en se blottissant contre lui. Ils restèrent ainsi un long moment, savourant la paix de l'instant présent. Leur chemin avait été long et difficile, parsemé d'obstacles et de douleurs, mais ils avaient survécu. Plus que cela, ils avaient triomphé. Leur histoire n'était pas un conte de fées traditionnel, c'était une histoire de seconde chance, de pardon, de rédemption. Une histoire qui prouvait que même après les plus grandes erreurs, même face aux défis les plus intimidants, l'amour pouvait triompher. Alors qu'ils rentrèrent main dans la main, Amélie et Gabriel échangèrent un regard chargé d'amour et de promesses. Leur voyage ne faisait que commencer, et ils étaient impatients de voir ce que l'avenir leur réservait. Dans sa chambre, Élodie sourit en entendant ses parents rentrer. Elle repensa au chemin parcouru, aux larmes versées, aux rires partagés. Sa famille n'était peut-être pas conventionnelle, mais elle était parfaite à ses yeux. Avec un soupir de contentement, elle ferma les yeux, reconnaissante pour cette seconde chance qui leur avait été offerte. Demain serait un nouveau jour, rempli de nouvelles possibilités, et elle avait hâte de le vivre, entourée de l'amour de ses parents.